Je me souviens encore du choc qui m'a parcouru le sang lorsque j'ai regardé la vidéo que ma belle-sœur, Diane, m'a envoyée. C'était un mardi soir ordinaire de novembre. Je venais de rentrer de mon travail chez Assurance de Bordeaux, avais enlevé mes souliers pratiques et m'étais versé un verre de vin rouge lorsque mon téléphone a vibré avec son message « Tu dois voir ça ». La vidéo avait commencé innocemment dans le salon de mon frère Michel, avec son canapé bleu délavé et l'aquarelle représentant la côte d'Opale que je leur avais offerte pour leur 5e anniversaire. Puis les voix ont commencé. Mon frère, sa femme, ma mère, tous réunis autour d'une table basse en érable que je leur avais aidé à choisir aux Galeries Lafayette il y a 3 ans. Elle se croit être une sorte de sauveuse, disait la voix de Michel, reconnaissable malgré l'accent du sud-ouest qu'il arborait depuis toujours, même après 15 ans passés en région. Payer le prêt ne fait pas d'elle une famille. Un poids mort, ajoutait ma mère d'une voix tranchante, celle qui m'était devenue familière au fil de mes 48 années en tant que sa fille. Voilà ce qu'elle est. Elle abuse de ta gentillesse. Une opportuniste, intervenait Diane, la caméra tremblant légèrement comme si elle ajustait sa position. Elle attendait qu'on échoue pour pouvoir se jeter en héros. J'ai regardé les 7 minutes et 13 secondes en entier, oubliant mon vin, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone sur le plan de travail de la cuisine. La lumière fluorescente crue au-dessus de l'évier semblait soudain trop vive, trop révélatrice, comme si elle illuminait des vérités auxquelles j'avais été aveugle pendant des années. 7 300 €. Voilà ce que je transférais chaque mois sur le compte bancaire de Diane depuis 3 ans. Non pas parce que j'étais riche, Dieu sait que mon salaire d'experte en gestion de sinistres de niveau intermédiaire peinait à couvrir mes propres dépenses, mais parce que la famille, c'est aider la famille. Parce que lorsque Michel a perdu son emploi dans une agence d'architecture après l'effondrement du marché immobilier, et que l'entreprise de traiteur de Diane peinait encore à décoller, il fallait bien que quelqu'un veille à ce qu'il ne perde pas la maison de ville sur la rue des Érables où grandissaient ma nièce et mon neveu. Je me rappelle la nuit où Michel m'a appelé, sa voix se brisant en avouant qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements. Juste le temps que je me remette sur pied, Caroline, avait-il promis. 6 mois, maximum. Cela remonte à 3 ans et à près d'1/4 million d'euros. Je n'ai jamais été une personne conflictuelle. Ayant grandi dans l'ombre du tempérament explosif de notre père, Michel et moi avions appris à préserver la paix à tout prix. Alors, j'ai payé le prêt sans broncher, annulé mon voyage en Écosse, repoussé le remplacement de ma Honda 15 ans et fait des heures supplémentaires pendant les fêtes pour qu'il me reste assez pour mon loyer. J'avais même souri lors du dîner de Noël dernier, quand Diane exhibait ses nouvelles boucles d'oreilles en diamant. Michel réussit si bien dans sa nouvelle agence, s'extasiait elle tandis que je portais toujours le même pull que j'avais depuis mes années d'université. Après avoir vu la vidéo, je n'ai pas appelé, ni envoyé de texto. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine, adossée au réfrigérateur où les œuvres des enfants de Michel étaient encore accrochées avec des aimants en forme d'alphabet. La trahison se faisait sentir physiquement, comme si quelqu'un avait enfoncé ses doigts dans ma poitrine pour presser mon cœur. Ce n'était pas tant à cause de l'argent, même si, Dieu sait, ça faisait mal, mais parce qu'ils avaient dénaturé mon amour en le transformant en quelque chose de laid et d'égoïste. « Tu n'as pas d'enfant, Caroline », avait dit ma mère dans la vidéo, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. « Tu ne sais pas ce que c'est que de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. » Comme si mon absence d'enfant était un défaut de caractère. Comme si les traitements de fertilité que j'avais suivis dans la trentaine seule, après que David m'ait quitté pour sa jeune assistante d'AAX en grave peine 23 ans, n'étaient qu'un caprice égoïste. Comme si la nièce et le neveu dont j'avais contribué aux frais de leurs études n'étaient pas une preuve suffisante de ma capacité à aimer au-delà de moi-même. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à recevoir un message d'excuse de Michel, voire de ma mère. Mais l'écran resta obstinément vide, à l'exception des notifications habituelles de mon application de méditation et des prévisions météorologiques annonçant de la pluie pour le week-end. J'ai envisagé de les affronter immédiatement. L'ancienne Caroline aurait rédigé un courriel mesuré, expliquant sa peine sans accuser, cherchant la réconciliation plutôt que la revanche. Mais quelque chose avait changé en moi en regardant cette vidéo. Une confiance essentielle avait été brisée, et je ne savais plus si je voulais la réparer sur une fondation déjà défaillante.
Alors, j'ai pris une capture d'écran de mes relevés bancaires 36 lignes nettes de virement de 7 300 € à Diane et je l'ai enregistré sur mon téléphone. Pas pour l'envoyer, pas encore, mais comme un rappel que ma mémoire n'était pas défaillante, que ma générosité avait été réelle et considérable, indépendamment de la manière dont il choisissait de l'interpréter. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme d'habitude. J'ai répondu à des courriels concernant des dossiers de responsabilité, déjeuné avec ma collègue Suzanne dans la salle de pause, et réussi à rire d'une blague lamentable de Bob sur les experts en sinistre lors de la réunion d'équipe. Personne ne pouvait deviner qu'en dessous de ma blouse bien repassée et de mon sourire professionnel, je bouillonnais d'une colère si intense qu'elle avait momentanément remplacé ma capacité à souffrir. En rentrant chez moi le soir, j'ai découvert un message vocal de Michel. « Salut, ma sœur, juste un petit mot. Maman m'a dit qu'elle n'avait pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Rappelle-moi dès que possible. » Tellement décontracté, tellement normal, comme si sa femme ne m'avait pas envoyé quelques heures plus tôt la vidéo preuve de leur mépris. J'ai supprimé le message sans rappeler. Pour une fois, je n'étais pas prête à apaiser les choses, à être la sœur compréhensive, la fille attentionnée, la tante fiable. Pour une fois, j'avais besoin de temps pour vivre ma colère avant de pouvoir m'exprimer sans dire des choses que je regretterais. Alors, j'ai débouché une bouteille de vin Le Bon que je réservais pour une occasion spéciale et j'ai commencé à dresser la liste de toutes les fois où j'avais mis les besoins de ma famille avant les miens. Tous ces sacrifices silencieux que j'avais consentis, non pas pour être reconnus, mais parce que je croyais sincèrement que c'était ce que la famille se doit de faire dans les moments difficiles. Et au fond de moi, une certitude grandissante que je méritais mieux que ce qu'il m'avait rendu. Le vin réveilla des souvenirs enfouis, faisant remonter des échos du passé qui réclamaient soudain d'être entendus. Je me suis retrouvée debout devant la fenêtre de mon appartement, regardant les gouttes de pluie tracer des chemins irréguliers sur le verre, tandis que mon esprit errait à travers les années. Je me rappelais le jour où Michel et Diane avaient acheté leur maison. C'était un après-midi radieux d'octobre 2010, les érables le long de la rue des Érables se parant de rouge et d'or dans un spectacle éblouissant. J'avais apporté une bouteille de champagne et une plante d'intérieur, une espèce de feuillage dont la vendeuse du pépinière du parc m'avait assuré qu'elle était pratiquement indestructible. Diane m'avait serré fort dans ses bras sur leur nouveau Porsche, ses cheveux blonds fraises caressant ma joue en murmurant « On l'a fait, Caro. Tu te rends compte ?» À l'époque, j'étais vraiment heureuse pour eux. Michel avait toujours été le rêveur de notre fratrie, celui qui dessinait des plans élaborés sur du papier millimétré quand nous étions enfants, tandis que je me contentais de mes livres de bibliothèque et de projets raisonnables. Le voir réaliser sa version du rêve français, la maison de ville avec ses volets blancs, un quartier scolaire réputé, un jardin assez grand pour que Lucie et Jacques puissent y jouer me semblait une victoire pour nous deux. Le premier paiement du prêt ne fut pas dramatique. C'était le printemps 2019 et Michel m'avait appelé pendant ma pause déjeuner, la voix tendue par la gêne. « Ce n'est que temporaire, Caro. L'agence traverse une réorganisation. 3 mois, maximum, et je te rembourserai chaque centime. » Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon application bancaire directement dans la cafétéria de l'entreprise et envoyé l'argent. Ce soir-là, j'ai annulé ma réservation pour un circuit de 2 semaines dans les Highlands écossais, un voyage que je préparais depuis des années. Je me suis répété que ce n'était qu'un report, pas une annulation. L'Écosse avait ses siècles d'histoire, elle pouvait attendre quelques mois de plus. 3 mois se transformèrent en 6. 6 en un an. Les excuses se succédaient, la réorganisation prenait plus de temps que prévu, l'entreprise de traiteur de Diane avait des coûts imprévus de démarrage, Lucie avait besoin d'appareils dentaires, le toit nécessitait des réparations après une tempête violente. À chaque fois, j'écoutais d'un hochement de tête compatissant lors des dîners dominicaux chez maman à Bordeaux, où nous nous réunissions toujours comme si de rien n'était. Je regardais Diane servir du rôti dans la vaisselle de mariage qu'ils avaient, ou Michel verser du vin dans des verres en cristal tout juste achetés chez Printemps, et j'avalais à la question qui me brûlait la gorge, si l'argent était si compté, pourquoi achetait-il toujours des nouveautés ? Je n'ai jamais rien demandé. À la place, j'acceptais des heures supplémentaires, j'apportais mon déjeuner au lieu d'acheter, j'ai annulé mon abonnement à la salle de sport pour courir au parc, et j'ai discrètement vendu quelques bijoux offerts par maman au fil des années. Personne ne devait savoir que je tenais un tableau Excel, où j'enregistrais méticuleusement chaque paiement, chaque sacrifice,
chaque ajustement de ma propre vie pour accommoder la leur. Lors des réunions de famille, je souriais en entendant les mises à jour sur l'activité florissante de l'entreprise de Diane ou la promotion de Michel. Ça tourne vraiment, disait-il en me tapotant l'épaule. On va te rembourser bientôt, ma sœur. Mais les remboursements ne vinrent jamais, et finalement, on cessa même d'en parler. Il y eut des moments où le fardeau devenait presque insupportable. Comme la nuit où mon chauffe-eau tomba en panne en plein mois de février, inondant ma salle de bain et me laissant avec une facture imprévue de 1800 €. J'étais assise au bord de mon lit, fixant mon solde bancaire, me demandant si ce serait le mois où je devrais choisir entre mon urgence personnelle et leur prêt. Au final, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai appelé ma société de carte de crédit, demandé une augmentation de plafond et imputé la réparation sur ma facture. Le lendemain, j'ai viré le paiement du prêt sur le compte de Diane, comme à l'ordinaire. Personne dans la famille n'a jamais su à quel point j'avais failli rompre cet accord. Ou le soir où mon patron, Richard, m'avait convoqué dans son bureau pour discuter d'un poste à responsabilité dans l'agence de Lyon. « C'est pour toi, Caroline », avait-il dit, ses sourcils poivre et sel se levant avec une attente presque palpable. « Une belle augmentation aussi. Tu l'as mérité. » Pendant un court instant, j'avais imaginé un nouveau départ dans le sud-est, avec des montagnes à la fenêtre au lieu du mur de briques de l'immeuble d'Alexandrave côté, la liberté financière, une vie mesurée par mes propres jalons plutôt que par ce que la famille attendait de moi. Mais l'idée de Michel et Diane confrontés à la saisie immobilière, de Lucie et Jacques déracinés de leurs écoles et amis, avait rapidement étouffé cette lueur d'espoir. « Je suis honoré, Richard, avais-je répondu, mais je dois rester en région pour des raisons familiales. » La déception dans ses yeux reflétait ce que je refusais de ressentir. Noël 2021 fut particulièrement difficile. Après une année d'incertitude pandémique, Diane avait tenu à organiser de vraies fêtes chez elle. J'étais arrivée, les bras chargés de cadeaux que je ne pouvais me permettre, le drone que Jacques réclamait sans cesse, le coffret de peinture que Lucie avait repéré dans des catalogues, des cartes cadeaux pour les adultes. Diane m'accueillit avec des boucles d'oreilles en diamant que je ne connaissais pas, mentionnant en toute décontraction qu'il s'agissait d'un cadeau de Noël anticipé de Michel. Plus tard, en l'aidant à charger le lave-vaisselle, elle s'extasiait sur les projets de rénovation de la salle de bain principale pour le printemps. Rien de compliqué, juste de nouveaux carreaux et une pomme de douche effet pluie que Michel désire depuis toujours. Pendant ce temps, je repoussais depuis des mois la réparation d'une fuite dans ma propre salle de bain. Ce soir-là, en rentrant chez moi sous une neige douce, j'avais laissé échapper un rare moment de ressentiment. Non pas parce que je lui en voulais de m'offrir de belles choses, ce n'était pas le cas, mais parce qu'il semblait totalement inconscient du fossé entre leur train de vie et leurs difficultés financières supposées. Pourtant, le 1er janvier, j'avais effectué le virement, comme d'habitude. Lorsque mon chat, Chester, avait eu besoin d'une chirurgie d'urgence l'été dernier, j'avais dû ravaler mon orgueil et demander un prêt à maman. « Sur quoi est-ce que tu dépenses ton argent, Caroline ?» m'avait-elle demandé, tout en rédigeant le chèque. « Tu gagnes bien à cette assurance. Tu devrais être plus responsable. » J'avais hoché la tête, acceptant chèque et réprimande sans révéler que le prêt de mon neveu chéri était en réalité financé par mon soutien depuis des années. Quelque part en moi, je voulais encore protéger la fierté de Michel, même si cela me coûtait. Debout devant ma fenêtre, observant la pluie, ses souvenirs se bousculaient comme des galets dans un polissoir, révélant à chaque rotation de nouvelles facettes de douleur et de colère que je n'avais jamais osé reconnaître. Les mots de la vidéo, poids mort, opportuniste, se heurtaient à la réalité de mes relevés bancaires, de mes projets annulés, de mes rêves différés. Pour la première fois, je me demandais si l'amour était censé se ressentir ainsi, comme une dette impossible à rembourser, un sacrifice jamais reconnu. Le matin arriva avec une clarté implacable. J'ai suivi ma routine habituelle: café avec une cuillerée de sucre, tartine avec de la confiture de framboise, France Inter en fond sonore pendant que je m'habillais pour le travail. La normalité ressemblait à un costume que je mettais, un rôle que je jouais dans une pièce de théâtre absurde où tous, sauf moi, connaissaient la chute de l'histoire. Devant mon immeuble, Madame Abernathy de l'appartement 3B promenait son teckel, Walter. Elle m'a salué de manière chaleureuse et j'ai rendu son geste, étonné de constater à quel point j'étais ordinaire à ses yeux, juste une professionnelle qui commençait sa journée,
Pas quelqu'un dont les fondations familiales s'étaient effondrées moins de 24 heures auparavant. Belle journée, n'est-ce pas, Caroline, m'appela-t-elle, Walter tirant sur sa laisse pour aller renifler une bouche d'incendie. Magnifique, répondis-je machinalement, plissant les yeux sous le ciel clair d'octobre. Et c'était magnifique, c'était là le paradoxe. Le monde n'avait pas modifié sa rotation pour s'adapter à ma crise personnelle. Les chaînes le long de l'avenue de la République flamboyaient toujours aux couleurs de l'automne, la boulangerie du coin embaumait l'air du parfum du pain frais, la vie poursuivait son cours implacable. Au travail, je passais ma journée avec une efficacité mécanique. Je renouvelais la police d'assurance auto de Monsieur Garner, traitais la réclamation de Madame Danvers pour dégâts des eaux, et assistais à une réunion d'équipe sur les nouvelles procédures de conformité. Ma collègue Suzanne s'arrêta près de mon bureau vers l'heure du déjeuner, s'appuyant contre ma cloison avec la familiarité de nos 15 années d'amitié. « Terre à Caroline », dit-elle en agitant la main devant mon visage. J'ai demandé si tu voulais aller déjeuner dans ce nouveau restaurant thaïlandais. Je clignai des yeux, réalisant que je fixais le même formulaire de réclamation depuis plusieurs minutes sans en saisir le moindre mot. Désolée, j'étais distraite. Suzanne inclina légèrement la tête, ses yeux foncés se plissant. À 52 ans, avec ses cheveux poivre et celle qu'elle refusait de teindre et ses bijoux audacieux, Suzanne incarnait la confiance en soi que j'enviais sans jamais parvenir à l'atteindre. Ça va? Tu sembles être ailleurs aujourd'hui. Pendant un court instant, j'envisageais de tout lui raconter, la vidéo, les virements du prêt, les confrontations à venir. Suzanne me connaissait depuis avant que Michel et Diane n'achètent leur maison, avait vu mon retrait progressif de nos activités communes à mesure que mes obligations financières augmentaient. Elle comprendrait, peut-être même validerait la colère qui bouillonnait en moi sous mon masque professionnel. Mais quelque chose me retint. Peut-être était-ce ce besoin de discrétion qui m'avait toujours empêché de dévoiler cet accord à qui que ce soit. Ou peut-être la peur irrationnelle qu'exprimait à voix haute cette trahison la rende plus réelle, plus irréversible. Juste fatiguée, dis-je finalement en forçant un sourire. Le déjeuner me va bien. Autour de pad thaï et de rouleaux de printemps, j'écoutais Suzanne parler des candidatures universitaires de sa fille et du dernier projet de menuiserie de son mari. Je hochais la tête au bon moment, posais des questions pertinentes, et parvenais même à rire sincèrement lorsqu'elle décrivait son désastre du week-end en tentant de monter une étagère IKEA. Pendant ce temps, un étrange détachement m'envahissait, comme si je regardais ma vie à travers une vitre. Après le travail, je m'arrêtais chez Monoprix, remplissant mon panier avec les mêmes produits que j'achetais chaque semaine: salade, filet de poulet, fruits rouges surgelés pour mes smoothies du matin. Dans l'allée des vins, j'hésitais, puis ajoutais 2 bouteilles d'un cabernet moyen de gamme au lieu de mon habituelle bouteille. De petites rébellions, tout ce que je pouvais encore gérer. Chez moi, je vérifiais mon téléphone. 3 appels manqués de Michel, un de maman, et un texto de Diane qui se contentait d'écrire « Rappelle-nous dès que possible ». Aucune mention de la vidéo, aucun indice que quoi que ce soit avait changé. Leur capacité collective à prétendre que tout allait bien me frappait autant par son efficacité que par son exaspération. Je posai mon téléphone sans répondre et me servis un verre de vin. Mon appartement me semblait soudain différent, plus petit, plus étouffant. Les photos de famille encadrées sur ma bibliothèque semblaient désormais se moquer de moi. Il y avait Michel et moi à sa remise de diplôme, son bras passé nonchalamment autour de mes épaules. Maman et papa à leur fête de 40 ans, 2 ans avant la crise cardiaque de papa. Diane et Michel le jour de leur mariage, moi dans la robe de demoiselle d'honneur d'un mauve horrible que Diane avait insisté pour dire « superbe » sur tout le monde. Je retournai les cadres, un par un. Ni le vin, ni l'émission de télé-réalité en fond sonore, ni la douche chaude que j'avais prise pour espérer effacer la tension de la journée ne purent m'apaiser. Le sommeil m'échappait, mon esprit rejouant en boucle des fragments de la vidéo comme une séquence de moments douloureux. Poids mort. La voix de maman, aussi factuelle qu'implacable. Opportuniste. L'assurance arrogante de Diane. Elle se croit être une sorte de sauveuse. Le rejet de Michel envers tout ce que j'avais sacrifié. Vers 2 heures du matin, j'abandonnai le sommeil et ouvris mon ordinateur portable. Presque sans y penser, je me retrouvai à consulter des annonces immobilières à Lyon.
Le poste à responsabilité que Richard m'avait proposé était parti à quelqu'un d'autre, mais il devait bien y avoir d'autres opportunités. Un nouveau départ, loin de ce réseau d'obligations et de ressentiments tacites qui m'enchaînaient depuis si longtemps. Mais alors que la lumière bleutée de mon écran illuminait mon salon assombri, la réalité me frappa. Déménager dans une autre région nécessitait de l'argent pour les dépôts de garantie, les frais de déménagement, une nouvelle voiture mieux adaptée aux hivers de la région. De l'argent que je n'avais pas, parce qu'il était entièrement allé au paiement du prêt de mon frère. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais passé des années à assurer la stabilité de ma famille au détriment de la mienne, et me voilà désormais piégé par ce même choix. Le lendemain matin, pour la première fois en 3 ans, je téléchargeai un arrêt maladie. Je ne pouvais plus affronter une nouvelle journée à faire semblant, à répondre aux regards inquiets de Suzanne en assurant que tout allait bien alors que rien n'allait vraiment. Au lieu de cela, je passais la journée dans un étrange état d'entre-deux, alternant entre des rafales d'activités furieuses vider mon réfrigérateur, organiser mon placard à linge, frotter les joints de ma salle de bain et des périodes d'inertie complète, où je restais debout au milieu d'une pièce, incertaine du temps écoulé ou de ce que j'avais l'intention de faire. Vendredi, je m'étais résignée à adopter une nouvelle routine étrange. Je retournais au travail, préservant la façade de normalité tout en ignorant obstinément tout contact de la part de ma famille. Chaque appel, texto ou message vocal faisait monter la pression, comme l'eau s'accumulant derrière un barrage. Une partie de moi savait que la confrontation était inévitable, mais je m'accrochais à ces derniers jours d'évitement comme à un radeau de sauvetage. Ce week-end-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je fis du shopping pour moi-même. Non pas pour des nécessités ou pour remplacer des objets usés, mais pour des achats purement indulgents. J'achetai un doux pull en cachemire dans une nuance de bleu assortie à mes yeux. J'essayai des jeans qui me allaient enfin, sans attendre une promotion. Je quittai Sephora avec un parfum dont le seul prix en valait la peine, parce que son odeur me rendait heureuse. Le total sur ma carte de crédit me fit grimacer, mais je mis de côté la culpabilité habituelle. Pour une fois, l'argent était destiné à mon propre bonheur plutôt qu'auprès de quelqu'un d'autre. Le dimanche soir, je me retrouvai assise sur mon petit balcon, enveloppée dans une couverture pour lutter contre la fraîcheur automnale, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances rosées et dorées. Mon téléphone restait muet, j'avais enfin désactivé les notifications, las des rappels incessants de conversations que je n'étais pas prête à avoir. Dans cet état suspendu, un étrange sentiment de clarté émergeait du chaos de mes émotions. La douleur demeurait, brute et palpitante, mais à côté grandissait quelque chose d'inattendu, un sentiment de possibilité. Pendant des années, je m'étais définie avant tout par ce que je pouvais offrir aux autres. Maintenant, forcée de remettre en question ce rôle, je me demandais qui Caroline Dubois pourrait être sans le poids des attentes d'autrui. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante, comme se tenir au bord d'une falaise, incertaine si le nœud dans mon estomac était la peur de tomber ou l'envie de s'envoler. Je ne savais pas ce que la confrontation à venir allait apporter, ni comment cette fracture familiale finirait par guérir si tant est qu'elle puisse guérir. Mais tandis que l'obscurité s'installait sur la ville et que des lumières commençaient à scintiller dans les fenêtres voisines, je me fis la promesse, quoi qu'il arrive, de ne pas redevenir celle qui sacrifiait en silence son bien-être pour des personnes qui ne voyaient pas sa valeur. La première étape, décidai-je, serait de stopper le prochain paiement du prêt. Ce n'était pas de la vengeance même si l'idée de voir leur panique lorsque l'argent ne se matérialiserait pas m'apportait un bref plaisir amer, c'était simplement de la préservation de soi, une limite que j'aurais dû poser il y a des années. Mon téléphone vibra, affichant un texto de Michel, besoin de te parler. Important. Appelle-moi demain, s'il te plaît. Je ne répondis pas, mais pour la première fois depuis des jours, j'éprouvais une lueur d'anticipation plutôt que de crainte. La tempête approchait, mais peut-être avais-je besoin de cette pluie pour laver la personne que j'avais été et révéler celle que je pourrais devenir. C'était exactement 2 semaines après avoir vu la vidéo que mon calme soigneusement construit se brisa complètement. Je préparais le dîner coupant des légumes pour un sauté dont je finirais probablement par manger la moitié avant de mettre le reste de côté pour le déjeuner du lendemain quand mon téléphone explosa en une série de notifications frénétiques. 3 textos de Michel en succession rapide, 2 de Diane et un message vocal de maman. Je les ignorais tous, me concentrant sur le rythme régulier de mon couteau sur la planche à découper. Coupe, coupe, coupe.
Les carottes se transformaient en rondelles oranges bien régulières. Mon téléphone vibra de nouveau, glissant sur le comptoir comme un insecte désespéré. J'allumai le brûleur sous mon wok. Puis le téléphone fixe sonna, ce vieux combiné que je gardais principalement pour les urgences et les quelques appels des télémarketeurs. Presque personne n'utilisait encore ce numéro. Le son était si inattendu que je manquais presque de me couper le doigt. Caroline ? Caroline, décroche si tu es là, résonna la voix de Michel sur le répondeur, la tension perceptible à chaque syllabe. C'est important. Tu ne réponds plus à nos appels et il faut qu'on te parle immédiatement. Je restais immobile, le couteau suspendu en l'air, tandis que son message se poursuivait. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais le paiement du prêt n'a pas été effectué ce mois-ci. La banque a appelé Diane aujourd'hui. Si tu as des problèmes d'argent, on peut trouver une solution, mais il faut que tu nous rappelles tout de suite. Le combiné se coupa. L'huile dans mon wok commença à légèrement fumer, mais je ne pouvais plus bouger. Des problèmes d'argent ? Trouver une solution ? L'audace absolue de supposer que mon manquement au paiement n'était qu'un oubli plutôt qu'un choix délibéré me laissait sans voix. Avant que je ne puisse organiser mes pensées, le téléphone fixe sonna de nouveau. Cette fois, je décrochai aussitôt, une étrange sérénité m'enveloppant tel un voile. « Allô, Michel ?» dis-je d'une voix plus assurée que je ne me sentais. « Bon sang, Caroline, enfin. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des jours qu'on essaie de te joindre. » Le soulagement dans sa voix céda rapidement la place à l'irritation. « Tu as oublié de faire le virement ? Le prêt était dû il y a 5 jours. » J'éteignis le brûleur et déplaçai le wok fumant vers un coin frais de la cuisinière. « Je n'ai pas oublié. » Un instant de silence. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as pas oublié » ? Caroline, si c'est une question d'argent, tu aurais dû le dire. Nous traversons tous des moments difficiles. J'ai vu la vidéo, Michel. Un nouveau silence, plus long cette fois. Quand il reprit, sa voix avait changé, teintée d'incertitude. Quelle vidéo ? Celle où toi, Diane et maman discutaient en insinuant que je ne sers à rien. Celle où on m'appelle poids mort et opportuniste. Cette vidéo. Oh. Un simple mot, lourd de réalisme. Oui. Oh. Caroline, ce n'était pas nous ne voulions pas dire. Il trébucha sur ces mots, chose rare chez mon articulé frère architecte. Écoute, peut-on en parler de vive voix ? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que pour moi, c'était limpide. Il soupira, un frisson de statique traversant la ligne. Ce n'était qu'un moment de frustration. Tu sais comment maman s'emporte parfois, elle aime bien remuer le couteau dans la plaie. On avait passé une mauvaise journée, et quoi ? Tu as décidé de rejeter celle qui paie ton prêt depuis 3 ans ? Celle qui a renoncé à une promotion pour que vous ne perdiez pas votre maison ? Celle-là, précisément. Une promotion ? De quoi parles-tu ? Je pinçai l'arête de mon nez, soudain épuisé. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'en ai assez, Michel. J'en ai assez de payer ton prêt. J'en ai assez de sacrifier mon avenir pour des gens qui me traitent comme un parasite. Caroline, s'il te plaît, mon téléphone portable commença à sonner, le nom de Diane clignotant à l'écran. Comme toujours, le timing parfait. Il faut que je parte, dis-je à Michel. Attends. Juste une minute, je raccrochai, un petit sentiment de satisfaction mesquine montant en moi d'avoir interrompu son discours. Puis je décrochai mon portable. Allô, Diane. Caroline, merci Dieu. Michel vient de m'appeler, il dit que tu es fâchée à cause d'une vidéo ? Écoute, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais il faut qu'on parle de la situation du prêt. La banque a appelé aujourd'hui et menace de... Je sais pour la banque, Diane. Michel m'en a déjà parlé. Alors tu comprends la gravité de la situation. On risque de perdre la maison si, ta maison, corrigeai-je. Pas notre maison. Ta maison. Un bruyant soupir et un ricanement s'échappa d'elle. Et bien sûr, c'est notre maison, mais tu vois ce que je veux dire. Caroline, quel que soit le malentendu,
On peut en discuter. Mais pour l'instant, il nous faut ce paiement. La banque nous accorde jusqu'à vendredi avant de commencer à appliquer des frais de retard. L'irresponsabilité qui imprégnait sa voix, l'idée que, malgré tout, je me contenterais de rédiger un nouveau chèque éveilla quelque chose en moi. « Est-ce que tu m'as envoyé cette vidéo exprès, Diane ?» demandai-je doucement. « Quoi ? Non. C'était une erreur, je voulais l'envoyer à ma sœur. Tu sais comme je suis nulle avec la technologie. » Un mensonge. Diane était la personne la plus à l'aise avec les nouvelles technologies que je connaissais. Elle gérait toute son entreprise de traiteur sur sa tablette, animait 5 réseaux sociaux différents, et m'avait un jour donné une conférence de 30 minutes sur les bonnes pratiques du stockage en nuage. « Et d'accord, dis-je. Une erreur. Écoute, Caroline, quoi que tu aies cru entendre dans cette vidéo, tu en fais toute une histoire. On se défoulait juste. Tout le monde se défoule sur la famille parfois. Soudain, ma cuisine me parut trop exiguë, les murs se refermant autour de moi. Je me déplaçai dans le salon, le téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule. 3 ans, Diane. 3 ans à transférer 7 300 € chaque mois. Tu te rends compte de ce que ça m'a coûté ? Mes économies ? Mon avenir ? Et nous te sommes reconnaissants. Bien sûr qu'on l'est. Mais tu es de la famille, c'est ce que la famille fait pour les siens. Et ce n'est pas comme si tu avais les mêmes charges que nous. Pas d'enfants, pas de... Ça suffit. Le mot sortit plus tranchant que prévu. Ne t'avise pas d'utiliser mon absence d'enfant comme une arme contre moi. Pas après que j'ai mis de quoi nourrir tes enfants sur la table. Un autre appel arrivait cette fois, c'était maman. Toute la troupe était là. Il faut que je parte, dis-je à Diane. Caroline, attends. Et le prêt ? On a besoin de savoir si, je raccrochai et pris une profonde inspiration avant de répondre à maman. Allô, maman. Caroline Elisabeth Dubois, qu'est-ce qui se passe donc ? Michel vient de m'appeler, en colère, disant que tu refuses de nous aider pour le prêt. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi ? L'absurdité de sa remarque me laissa un instant sans voix. Quand je repris, ma voix se fit étonnamment calme. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, exactement, maman ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Ce sont ta famille. Ils t'ont incluse à toutes les fêtes, à tous les anniversaires. Quand tu étais malade de pneumonie il y a 2 ans, qui t'a apporté de la soupe et qui est venu prendre de tes nouvelles ? La famille prend soin de la famille. Oui, acquiesçai-je. La famille prend soin de la famille. Comme payer le prêt de quelqu'un pendant 3 ans sans aucune plainte ni reconnaissance. Elle émit ce bruit familier de langue qui cliquette, celui qui marquait sa déception depuis mon enfance. Personne ne t'a forcé, Caroline. Tu as proposé. J'avais proposé d'aider temporairement. Pas indéfiniment. Et je n'ai certainement jamais proposé qu'on me traite de poids mort dans mon dos. Oh, bon sang. Michel m'a raconté ces histoires de vidéos. Tu déformes les faits. On discutait juste de combien je suis un fardeau ? De comment je suis une opportuniste qui use de sa générosité pour, quoi, exactement ? Qu'est-ce que je retire de cet arrangement, maman ? La ligne resta silencieuse un moment. Quand elle reprit, sa voix avait cette dureté d'acier que je connaissais depuis mon enfance. Je n'apprécie pas ton ton, Caroline. Si tu as des problèmes d'argent, tu aurais dû le dire au lieu de laisser ton frère dans l'embarras. Ma main libre se transforma en poing, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. J'ai eu des problèmes d'argent pendant 3 ans, maman. 3 ans à mettre leur prêt avant mes propres besoins. 3 ans à faire des heures sup, à repousser les réparations de mon appartement et à annuler mes vacances. Mais c'est fini. C'est donc ça ? Tu vas les abandonner quand ils auront besoin de toi ? L'injustice de sa question fit piquer mes yeux. Ils ont 2 revenus, maman. Michel a eu une promotion l'année dernière. L'entreprise de traiteur de Diane prospère au point d'acheter de nouvelles boucles d'oreilles en diamant et de rénover la salle de bain. S'ils ne peuvent pas payer leur prêt sans mon aide, ils devraient peut-être revoir leurs priorités. Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu te détournerais de ta famille, dit-elle avec une voix emplie de déception. Ton père serait tellement honteux.
La mention de mon père décédé depuis 5 ans fut une piqûre de rappel douloureuse, et nous le savions toutes les deux. Papa avait toujours été le pacificateur de notre famille, celui qui nous avait appris, à Michel et à moi, que les frères et sœurs devaient toujours se soutenir. Papa serait honteux, c'est certain, répondis-je doucement. Mais pas de moi. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répliquer et éteignis mon téléphone. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, martelant mes fenêtres dans un rythme doux contrastant avec la tempête qui faisait rage en moi. 3 appels en moins d'1 heure, chacun révélant avec plus de clarté que le précédent que ma famille ne me voyait pas comme une personne à part entière avec ses propres besoins et limites, mais comme une ressource à exploiter. Le paiement du prêt n'était pas un cadeau que j'avais fait, mais une obligation à laquelle il s'était habitué mon devoir en tant que sœur sans enfant, charge réduite. Cette réalisation s'abattit sur moi telle une masse. Il y aurait d'autres appels. Davantage de culpabilité. Davantage d'accusations. Ce n'était pas fini, c'était seulement le commencement. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais convaincue que j'étais sur le bon chemin, celui d'établir une limite que j'aurais dû tracer il y a bien longtemps. Le lendemain matin, je reçus un courriel de Michel intitulé « Il faut qu'on parle ». Le message ne contenait que 3 lignes, dîner de dimanche chez maman. 17h, viens, qu'on règle ça en famille. Je restais là, les yeux fixés sur ces mots sur l'écran de mon téléphone, pendant que mon café infusait, pesant mes options. Une partie de moi voulait ignorer l'invitation, continuer ma protestation silencieuse jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin ce qu'ils avaient fait. Mais la partie rationnelle de mon esprit savait que cette confrontation était inévitable, voire nécessaire. 4 jours pour me préparer à l'éventuelle manipulation émotionnelle qui m'attendait à la table de maman. Je passais ces jours dans un état étrange de conscience accrue, comme si je voyais ma vie d'un nouvel œil. Au travail, je me surprenais à prendre la parole en réunion d'une manière que je n'avais jamais osé auparavant. Lorsque Richard demanda des volontaires pour diriger la nouvelle initiative d'accueil des clients, ma main fut la première à se lever. Suzanne remarqua immédiatement le changement. « D'où te vient cette énergie ?» demanda-t-elle au déjeuner, les sourcils froncés alors que j'expliquais mes projets de réorganisation de l'équipe. « Ce n'est pas dans tes habitudes de faire des vagues. » J'envisageais de détourner le sujet, comme je l'avais souvent fait auparavant, mais je finis par tout lui raconter: les paiements du prêt, la vidéo, la confrontation à venir. Son expression passa de la surprise à l'indignation en entendant mon récit. 3 ans, répéta-t-elle en posant sa fourchette avec fracas, attirant quelques regards curieux des tables voisines. Caroline, cela représente plus d'1/4 million d'euros. Exprimé de manière si brutale, le chiffre me stupéfia. J'avais été tellement concentrée sur les virements mensuels que je n'avais jamais calculé le total. Et ils ne t'ont jamais remboursé le moindre centime, insista Suzanne. Même pas un geste symbolique? Je secouai la tête. Ma chérie, dit-elle en me serrant la main sur la table, je ne dis pas cela à la légère, mais ta famille s'est vraiment servie de toi. Énormément. L'entendre de quelqu'un d'extérieur à ce réseau compliqué donnait à mes souffrances une réalité nouvelle. Je le comprends maintenant, murmurai-je. Je ne sais juste pas quoi en faire. Tu as déjà agi, répliqua-t-elle. Tu as arrêté de payer. C'est la première étape. La suivante, c'est qu'ils comprennent que la banque de Caroline est définitivement fermée. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa clarté et son soutien. On se voit dimanche, chez maman. Suzanne grimaça. Un terrain neutre aurait été préférable. Il n'y a pas de terrain neutre avec ma famille. Elle acquiesça, compatissante. Tu veux que je te serve de conductrice de fuite? Je pourrais même appeler en simulant une urgence si ça dégénère. Pour la première fois depuis des semaines, je ris sincèrement. Je garde ton offre en tête. Dimanche arriva avec la perfection automnale caractéristique du sud-ouest, ciel bleu limpide, feuillage éclatant, air embaumé par la fumée de bois et l'espoir. Je garai ma vieille Honda à quelques pas de la maison de maman, prenant le temps de rassembler mes pensées et de calmer ma respiration. J'avais choisi avec soin des vêtements qui me donnaient confiance: un jean sombre, des bottines à talons légers, et ce nouveau pull en cachemire bleu qui rappelait la couleur de mes yeux et me rappelait mon récent acte de réappropriation de moi-même.
La maison de maman était exactement comme toujours cette maison de ville blanche où Michel et moi avions grandi, avec ses volets noirs et son chemin en briques bordé de chrysanthèmes aux teintes d'orange et de bordeaux. Je l'avais aidé à planter ces chrysanthèmes le mois précédent, à genoux dans la terre en silence complice. Ce souvenir resserra ma gorge. La porte s'ouvrit avant même que je ne puisse frapper. Maman se tenait là, l'expression soigneusement neutre. « Caroline. Tu es en retard. » Je regardai ma montre. De 3 minutes. Elle ne répondit pas, se contentant de se retourner et de marcher vers la salle à manger, s'attendant à ce que je la suive comme d'habitude. L'odeur familière du rôti mijoté emplissait la maison, mêlée à une tension presque palpable. Michel et Diane étaient assis à table, leurs enfants manifestement absents. Michel se leva à mon entrée, avançant maladroitement comme pour me prendre dans ses bras avant d'y renoncer. Diane resta assise, le visage impassible. « Où sont Lucie et Jacques ?» demandai-je en prenant place dans ma chaise habituelle. « Chez la mère de Diane », répondit Michel. Nous avons jugé préférable de réserver cette discussion aux adultes. Je hochai la tête, sans surprise. Ma nièce et mon neveu étaient souvent utilisés comme boucliers humains lors des conflits familiaux, leur présence garantissant des échanges mesurés et évitant certains sujets tabous. Leur absence ce jour-là indiquait que la famille était prête pour une véritable confrontation. Maman apporta le rôti, puis retourna en cuisine pour les accompagnements. La routine était si familière, les dîners dominicaux étaient une constante depuis bien avant le décès de papa qu'un instant, j'eus presque envie de replonger dans cette dynamique d'antan. Presque. Mais alors que nous nous servions en silence gêné, le poids d'accusations non dites pesait lourdement dans l'air. Finalement, Michel se racla la gorge. « Caroline, il faut qu'on discute de la situation du prêt. » Direct, comme toujours typique de Michel. Je posai ma fourchette, la nourriture intacte. « D'accord. Parlons-en. La banque nous accorde jusqu'à la fin du mois pour régulariser le compte. Sinon, ils appliqueront des frais de retard, ce qui pourrait nuire à notre cote de crédit. » J'attendis, espérant un semblant de reconnaissance de mes sentiments ou une explication sur la vidéo. Quand rien ne vint, je réalisai avec un sursaut que cette réunion ne visait pas à adresser la blessure qu'ils m'avaient infligée, il s'agissait de régler leurs problèmes financiers. « Et alors ?» sollicitai-je. Michel échangea un regard avec Diane. « Nous espérions que tu pourrais reconsidérer ta décision. Si c'est une question d'argent, on comprend. On pourrait convenir d'un paiement réduit temporairement, ce n'est pas une question d'argent, interrompis-je. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit du fait qu'en 3 ans, j'ai sacrifié ma propre sécurité financière pour préserver la vôtre, pour découvrir ensuite qu'en coulisses, vous me considérez comme un parasite. Ce n'est pas juste, intervint Diane. Ce n'était qu'une discussion, complètement sortie de son contexte. Alors, expliquez-moi quel contexte pourrait justifier qu'on m'appelle poids mort. Maman revint avec un bol de purée, le posant sur la table avec une vigueur excessive. Personne ne t'a traité de poids mort, Caroline. Tu exagères. J'ai la vidéo, maman. Je l'ai regardée plusieurs fois. Ces mots exacts ont quitté ta bouche. Elle s'assit lourdement, les joues rouges. C'était une conversation privée. Diane n'aurait jamais dû l'enregistrer, et encore moins me l'envoyer. Par accident, ajouta rapidement Diane. Je l'ai envoyé par erreur. Le point, intervint Michel, cherchant clairement à reprendre le contrôle de la discussion, c'est que nous disons tous des choses qu'on ne pense pas toujours. On était frustrés ce jour-là. Maman se plaignait que tu facilites les choses en payant le prêt au lieu de nous pousser à être plus responsables financièrement. Je me tournai vers maman, étonnée. Est-ce vrai ? Elle paraissait mal à l'aise. J'avais peut-être suggéré que l'arrangement avait duré trop longtemps. Qu'il n'était sain pour aucun de vous. Alors, tu étais en fait de mon côté, mais au lieu de me le dire directement, tu en as parlé derrière mon dos. Les contradictions dans le comportement de ma famille me donnaient des vertiges émotionnels. Je ne prenais pas parti, insista maman. Je voulais juste montrer que la situation n'était pas viable. Sur ce point, nous sommes d'accord, dis-je. Ce n'était pas viable.
Pour moi, ça ne l'a jamais été depuis longtemps. Michel se pencha en avant, le visage empreint de sincérité. Caroline, nous ne sommes pas aveugles. Nous savons que tu as fait des sacrifices. Et nous avions toujours prévu de te rembourser, avec intérêt. Ça a juste pris plus de temps que prévu pour que notre situation se stabilise. 3 ans, Michel. En 3 ans, tu ne m'as jamais remboursé un seul euro. Pendant ce temps, tu as rénové ta salle de bain. Diane s'est offert des boucles d'oreilles en diamant pour Noël. Tu as emmené les enfants à Disneyland le printemps dernier. Diane rougit. Ce voyage était un cadeau de mes parents. Le fait est que tes priorités financières étaient claires, et le remboursement n'en faisait pas partie. Je pris une profonde inspiration pour me stabiliser. Et sais-tu combien ces paiements m'ont coûté? Non seulement financièrement, mais en termes de vie personnelle? J'ai renoncé à une promotion qui m'aurait permis de déménager à Lyon parce que je ne pouvais pas vous laisser tomber. J'ai annulé un voyage en Écosse que je préparais depuis des années. J'ai repoussé des réparations, fait des heures sup, vidé mes économies et maxé mes cartes de crédit, tout cela pour que vous ne perdiez pas votre maison. Michel afficha une expression de gêne, tandis que le visage de Diane se durcissait. Personne ne t'a demandé de faire tout cela, Caroline. Tu as proposé d'aider. On ne t'a pas mis le pistolet au ventre. La froideur de sa réponse me frappa comme un coup. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Je l'ai fait par amour pour ma famille. Parce que je croyais sincèrement que c'est ce que fait une famille, elle s'entraide dans les moments difficiles. Et nous t'en sommes reconnaissants, ajouta rapidement Michel. Mais tu dois comprendre notre point de vue aussi. Ce n'est pas facile d'être en dette envers ta sœur, de sentir qu'on ne peut pas prendre de décision financière sans son jugement. Et du jugement? Je n'ai jamais remis en cause ta manière de dépenser ton argent. Ni quand tu as acheté une nouvelle voiture l'année dernière, ni quand Diane a adhéré à ce club de vin hors de prix. Ni quand vous avez refait votre cuisine avec des plans de travail en granit et des appareils en acier inoxydable. Maman intervint, sa voix tranchante. Ça suffit, Caroline. Ce n'est pas constructif. Et non, maman, je fais juste mon début, répliquai-je, forte de toutes ces confrontations refoulées depuis trop longtemps. Pendant 3 ans, j'ai subventionné silencieusement votre style de vie en mettant ma propre vie de côté. Et en retour, on m'accuse d'être une opportuniste, on me traite de poids mort. On me dit qu'en n'ayant pas d'enfant, je ne peux pas comprendre la véritable lutte financière. Un silence s'abattit sur la table. Je réalisai que je me tenais debout, sans me souvenir m'être levée. Mon cœur se serra sous l'émotion, des années de ressentiment muet trouvant enfin leur voix. Michel fut le premier à parler, sa voix basse. Nous n'avons jamais voulu te blesser, Caro. Nous étions frustrés et avons dit des choses que nous ne pensions pas, c'est justement ça, Michel. Je pense que tu les pensais vraiment. À un certain niveau, vous avez dû vous convaincre que j'avais quelque chose à retirer de cet arrangement, du pouvoir, du contrôle, ou un sentiment de supériorité, parce que sinon, vous auriez dû admettre que vous abusiez de moi depuis des années. Maman s'essuya les yeux avec une serviette en papier. Je vous ai élevé mieux que ça. Ton père serait dévasté de voir ses enfants en conflit. Papa nous a appris à prendre soin les uns des autres, acquiesçai-je. Mais il nous a aussi inculqué la responsabilité et le respect. Il n'aurait pas approuvé ce qui s'est passé ici. Diane repoussa son assiette, sa nourriture intacte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas nous faire vivre cela éternellement? Nous obliger à quémander des excuses? Non, dis-je, soudain épuisé. Je ne veux pas de supplications. Je ne demande même pas des excuses, même si ce serait appréciable. Ce que je veux, c'est que vous compreniez tous que cet arrangement est terminé. Je ne paierai plus votre prêt ni ce mois-ci, ni jamais. Vous devez apprendre à gérer vos finances comme les adultes capables que vous êtes. Et si on perd la maison? Demanda Michel doucement. La question planait dans l'air, avec cette culpabilisation implicite, s'ils perdaient leur maison, ce serait de ma faute. Il y a 6 mois, cette suggestion m'aurait poussé à sortir mon chéquier. Mais pas aujourd'hui. Alors, vous passerez à quelque chose d'abord abordable, répondis-je simplement. Des millions de familles le font chaque jour.
Le visage de maman se plissa. Je n'aurais jamais cru te voir si froide, Caroline. Il n'y a rien de froid à poser des limites, maman. C'est nécessaire. Je ramassai mon sac à main, désireuse d'un peu d'air frais. Je vous aime tous. Cela ne change pas. Mais je ne peux plus m'auto-immoler pour vous tenir chaud. En quittant la maison de mon enfance, laissant derrière moi un dîner intact et une famille stupéfaite, je ressentis un mélange étrange de chagrin et de libération. La confrontation ne s'était pas déroulée comme je l'avais imaginé, il n'y avait ni excuse dramatique ni réelle reconnaissance du mal que vous m'aviez causé. Il n'y avait que des justifications, des esquives et des tentatives de redéfinir le récit. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais osé dire ma vérité sans la filtrer pour préserver la paix. J'avais tenu bon face aux courants émotionnels qui m'avaient toujours emporté. Et bien que je sois partie seule vers ma voiture, je me sentais moins seule qu'en des lustres. Les semaines qui suivirent la confrontation chez maman se déroulèrent comme le lent changement des saisons, des transitions graduelles presque imperceptibles au jour le jour, mais indéniables sur le long terme. La première semaine se passa dans un silence relatif. Aucun appel de Michel, aucun texto de Diane, même pas la recette habituelle transférée par maman. L'absence de contact fut à la fois un soulagement et une nouvelle forme de douleur, un vide là où régnait autrefois la chaleur familiale. Je comblai ce vide par de petits actes de réappropriation. J'ouvris un nouveau compte d'épargne, que je nommai « Fonds pour l'Écosse », en clin d'œil discret au voyage reporté depuis des années. Je fis réparer la fuite de ma salle de bain, en grinçant devant le cou mais savourant le sentiment de donner la priorité à mon chez-moi. J'acceptai l'invitation de Suzanne à rejoindre son club de lecture, qui se réunissait les mercredis soirs le même soir que je réservais auparavant pour mes ajustements budgétaires hebdomadaires afin de garantir le virement du prêt. « Tu sembles différente », me dit Suzanne après ma 3e rencontre du club, alors que nous restions autour d'un verre de vin dans sa cuisine, les autres membres se retirant peu à peu. Plus présente, d'une certaine manière. Je réfléchis à sa remarque, faisant tournoyer le reste de mon pinot noir dans mon verre. Je crois que je le suis. Pendant des années, je me suis divisé une partie de moi ici, une autre préoccupée par Michel et Diane, une autre calculant ce que je pouvais sacrifier ensuite. Maintenant, je suis juste ici. Elle hocha la tête, comprenant. Et la famille ? Silence radio, admis-je. Et c'est probablement mieux ainsi pour le moment. Le silence fut soudain rompu la semaine suivante. En quittant le travail, en imaginant le sauté que je préparerais pour le dîner, j'aperçus une silhouette familière appuyée contre ma voiture. Michel, les mains enfouies dans les poches de son manteau en laine, avait l'air à la fois mal à l'aise et déterminé. « Les Caro » dit-il en s'approchant, utilisant le surnom d'enfance qui avait toujours su m'adoucir. « Tu as une minute ?» J'hésitai, les clés serrées dans la main. « Ça dépend de ce dont tu veux parler. »« Pas du prêt » répliqua-t-il rapidement. « Promis. Juste, nous deux. » Quelque chose dans son expression, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis des années me fit hocher la tête. Il y a un café au coin de la rue. Nous nous installâmes à une table d'angle au Madison Coffee House, la vapeur s'élevant de nos mugs dans l'air frais de novembre. Un instant, aucun de nous ne parla, l'embarras suspendu entre nous devenant palpable. « Comment vont Lucie et Jacques » demandai-je finalement, ressentant plus que jamais le manque de ma nièce et de mon neveu. Le visage de Michel s'adoucit. « Bien. Jacques a intégré l'équipe de basket. Lucie est obsédée par une nouvelle série de livres sur les dragons. » Il marqua une pause. « Il te manque. Ils demandent sans cesse quand ils reverront tante Caroline. L'idée qu'ils se demandent où je suis me serra le cœur. Il me manque aussi. » Il hocha la tête, les yeux baissés vers son café. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. À ce que tu as dit. À tout, en fait. » Il leva les yeux, me regardant droit dans les yeux. « Tu avais raison, Caroline. Nous avons abusé de ta générosité. On s'était convaincu que c'était temporaire, qu'on acceptait simplement l'aide de la famille, mais en réalité, on s'était habitué à te considérer comme notre bouée de sauvetage. » Cette confession, si directe et sans détour, me prit au dépourvu. J'attendais davantage de défense, plus d'excuses. « Merci de l'avoir dit. »
Ce n'est pas suffisant de le dire, passa-t-il, se passant la main dans les cheveux dans un geste qui rappelait tant notre père que j'en eus un pincement au cœur. Après ton départ ce dimanche-là, Diane et moi avons longuement parlé. Plusieurs fois, en fait. On vivait au-dessus de nos moyens depuis des années, se persuadant qu'on méritait certaines choses parce qu'on travaillait dur, parce qu'on avait des enfants, parce que... Il s'interrompit, secouant la tête. Mais la vérité, c'est que nous avons fait des choix. De mauvais choix. Et tu as financé ces choix. Je sirotais mon café, incertaine de la manière de répondre à cette prise de responsabilité inattendue. Nous avons mis la maison en vente, poursuivit-il. Je faillis m'étouffer avec ma boisson. Et quoi? Nous ne pouvons plus nous le permettre, Caroline. Pas sans ton aide. Pas avec le train de vie que nous menons. Tu avais raison sur ce point aussi. Michel, je n'ai jamais voulu que tu perdes ta maison. Je voulais juste. Tu voulais juste qu'on assume nos finances, conclut-il. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons trouvé un logement plus modeste, plus proche de mon bureau, une maison de ville suffisamment grande pour les enfants, mais avec des mensualités bien inférieures. Diane réduit ses dépenses personnelles, et je me lance dans quelques missions de design en freelance. Le soulagement mêlé de joie, de chagrin face aux changements inévitables et de culpabilité pour avoir provoqué cette décision, se disputait en moi. Maman ne me parle plus à cause de ça, avoua Michel avec un sourire penaud. Elle pense qu'on aurait dû se battre plus fort pour garder la maison, que nous privons les enfants de stabilité ou quelque chose comme ça. Elle finira bien par accepter, dis-je, bien que je n'en sois pas totalement sûre. Notre mère s'accrochait toujours aux apparences, aux symboles de réussite qu'elle aimait exhiber à son club de bridge. Peut-être, haussa-t-il les épaules. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est la bonne décision pour notre famille. Pour nous tous. Il étendit la main, hésitant avant de saisir la mienne. Je suis désolée, Caroline. Pour ce que j'ai dit dans cette vidéo. Pour t'avoir prise pour acquise pendant toutes ces années. Pour ne pas avoir vu ce que ça te coûtait. La sincérité de sa voix brisa en moi une carapace de rancœur que je portais depuis la première fois que j'avais vu cette vidéo. Je suis désolée aussi, dis-je, me surprenant moi-même. J'aurais dû être honnête sur mes sentiments depuis des années au lieu d'accumuler silencieusement du ressentiment. Il hocha la tête, serrant ma main avant de la lâcher. Il nous reste du travail à faire en termes de communication. La spécialité de la famille Dubois, garder tout pour soi jusqu'à ce que ça explose. Je ris, un rire léger et inattendu. Et l'héritage de papa continue. En parlant d'héritage, ajouta Michel en fouillant dans sa poche, j'ai quelque chose pour toi. Il déposa une enveloppe sur la table entre nous. Je la regardai avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Le premier versement, dit-il simplement. On ne peut pas te rembourser tout d'un coup, mais nous avons établi un plan de paiement. Des virements mensuels, exactement comme tu le faisais pour nous, mais en sens inverse. J'ouvris l'enveloppe pour y trouver un chèque de 1 200 €, une somme modeste comparée à ce que j'avais payé, mais significative compte tenu de notre situation actuelle. Plus que le montant, c'était le geste qui m'émut profondément. Tu n'as pas à faire ça tout de suite, dis-je. Pas tant que vous n'êtes pas installé dans votre nouveau logement. Si, il faut le faire, insista-t-il. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Caroline. Il s'agit de reconnaître ce que tu as fait pour nous et de montrer que nous l'apprécions, que nous t'apprécions. Nous discutâmes pendant 1 heure, bien plus ouvertement que nous ne l'avions été depuis des années. Il me parla de ses craintes de ne pas réussir à pourvoir aux besoins de sa famille, de la pression qu'il ressentait pour donner à ses enfants ce dont nous avions manqué dans notre enfance. Je lui racontai la solitude de ma vie soigneusement construite, la manière dont j'avais remplacé des liens profonds par un soutien financier. La conversation n'était pas parfaite, d'anciennes habitudes refaisaient surface, des moments de défensive éclataient, mais elle était sincère, bien plus que nos dialogues familiaux habituels. En quittant le café, Michel me serra fort dans ses bras. « Ce n'est pas résolu, murmura-t-il. Je le sais. Mais j'aimerais essayer. Construire quelque chose de meilleur. J'aimerais ça aussi, répondis-je en y croyant vraiment. Cette conversation marqua un tournant, sans être une fin en soi.
Le chemin pour redéfinir ma place dans la famille et surtout ma relation avec moi-même continuait de se dévoiler de façon imprévisible. Peu de temps après, Diane prit l'initiative, non par des mots mais par des actions. Une semaine après mon café avec Michel, une petite livraison arriva chez moi, une orchidée en pot et un bon cadeau pour une journée spa, accompagné d'un mot manuscrit, pour tout ce que tu as reporté pour prendre soin de toi. Ce geste ne rembourse rien, mais j'espère que c'est un début. Le geste était imparfait, peut-être même ne saisissait-il pas toute la profondeur de ma peine, mais je le reconnus pour ce qu'il était, une branche d'olivier tendue pour combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Maman, quant à elle, restait plus réticente au changement. Lorsque je lui rendis finalement visite, près d'un mois après notre confrontation, elle m'accueillit avec un sourire crispé et une conversation réduite aux prévisions météo et aux nouvelles locales. Ce n'est qu'en partant qu'elle aborda le sujet qui pesait entre nous. « Je pense toujours que tu es trop dur, dit-elle, debout dans son entrée, les bras croisés. La famille devrait s'entraider sans compter. » Je pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Je suis d'accord que la famille doit s'entraider, maman. Mais l'aide doit être réciproque. Ce n'est pas toujours une personne qui donne pendant que les autres ne font qu'en recevoir. Elle pléta les lèvres, visiblement peu convaincue. Tu n'as pas d'enfant, Caroline. Tu ne peux pas comprendre ce que traversent Michel et Diane. Ce rejet familier me piqua, mais je refusai de m'en laisser détourner. Ma valeur en tant que membre de la famille n'est pas diminuée parce que je n'ai pas d'enfant, maman. Mes besoins et mes limites sont tout aussi légitimes que ceux de chacun. Nous nous séparâmes sans résolution, la conversation se concluant par une trêve plutôt qu'une réelle compréhension. Mais même cela semblait un progrès, j'avais affirmé ma position sans fléchir. Sans sacrifier ma vérité pour préserver la paix. Alors que l'hiver s'installait sur la France, apportant les premières neiges et les décorations de fête dans les rues de Bordeaux, je commençais à adopter un nouveau rythme. Je rejoignis un groupe local de randonnée, découvrant des sentiers dans les forêts que je connaissais sans jamais avoir explorés. Je renouais avec de vieux amis perdus de vue à cause de mes contraintes financières. J'osais même quelques rendez-vous, des pas hésitants vers une vie que j'avais mise en suspens indéfiniment. Le changement le plus significatif, cependant, ne fut pas extérieur mais intérieur. Le poids constant de l'anxiété financière, les calculs mentaux, les inquiétudes nocturnes, les ajustements infinis de mes propres besoins s'étaient allégés. À sa place grandissait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la possibilité. C'est cette possibilité qui me ramena dans le bureau de Richard par un froid matin de décembre, frappant doucement à sa porte entr'ouverte. « Caroline » me salua-t-il en levant les yeux de son ordinateur, « que puis-je faire pour toi ?» Je pris place en face de lui, les mains jointes sur mes genoux pour dissimuler leur légère tremblote. « Tu avais évoqué un poste à Lyon l'année dernière. » Ses sourcils se haussèrent de surprise. « Ce poste a été pourvu il y a longtemps. »« Je sais, » répliquai-je rapidement. « Je ne parle pas de ce poste précis. Je me demande s'il y aura des opportunités similaires à Lyon ou ailleurs. Je suis prête pour un changement, Richard. Un nouveau défi. » Il m'observa un instant, puis sourit. « En fait, nous étendons nos opérations à Lille le trimestre prochain. J'envisageais déjà qui pourrait diriger le département des sinistres. » Il se pencha en avant. « Tu es prête à envisager une relocalisation ? » Il y a 6 mois, cette question m'aurait empli d'angoisse, pensée auprès de Michel, à quitter ma famille, à bouleverser ma vie soigneusement réglée. Aujourd'hui, elle suscitait l'excitation. « Oui, » déclarai-je fermement. « Je suis très intéressée. » En quittant son bureau avec la promesse de discussions formelles après les fêtes, je ressentis une profonde harmonie, comme si les différentes parties de moi, longtemps en conflit, commençaient enfin à s'accorder. La Caroline qui avait sacrifié en silence depuis des années laissait place à une femme capable d'aimer sa famille tout en s'honorant elle-même. Ce soir-là, en parcourant des annonces immobilières pour des appartements à Lille, je reçus un texto de Michel, « Déménagement ce week-end. Les enfants auraient bien besoin de ton aide, et nous aussi. Pizza et bière en guise de paiement. » Je souris et tapai, « J'arrive. Mais j'exige de la bonne bière, pas celle que tu achètes d'habitude. » Sa réponse ne se fit pas attendre, marché conclu. « Et Caroline ? Merci. Pour tout. » De simples mots,
mais je sentis leur poids. Le chemin à venir avec ma famille ne serait pas lisse, les vieux schémas ne disparaissent pas du jour au lendemain, et les nouvelles limites demandent une attention constante. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'espoir que nous avancions vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. En posant mon téléphone et en retournant naviguer parmi les quartiers de l'île, je ressentis une paix nouvelle m'envahir. Le futur n'était pas encore défini, mais je marchais enfin selon mes propres termes. La femme qui avait jadis défini sa valeur par ses sacrifices découvrait que sa valeur était bien plus profonde et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même et pour les autres était de rester fermement ancré dans cette vérité.